Monsieur le Premier ministre, qu'il vous plaise de venir ici prendre la parole et d'ouvrir cette conférence de presse. Merci. Chers doyens, Madame la ministre, Messieurs les ministres, chers conseillers, chers journalistes, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour cette première conférence de presse en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Je prends déjà l'engagement qu'en moyenne, une fois tous les 2 mois, nous allons nous livrer à cet exercice qui permettra d'échanger, d'informer, répondre aux questions des journalistes, mais la préoccupation majeure, c'est d'apporter des réponses factuelles aux préoccupations des populations à travers vos médias pour que la population et l'opinion nationale et internationale de manière générale puissent être informées de ce qui se passe réellement en République de Guinée. C'est un aspect de redevabilité qui nous incombe en tant que membres du gouvernement en situation de responsabilité. Comme introduction, je dois dire, il faut tout mettre dans le contexte. Nous sommes dans une période de transition, mais il est important d'expliciter c'est quel genre de transition. Nous avons connu des transitions par le passé. Nous avons tiré des leçons d'expérience qui, dans une large mesure, se sont avérées inachevées. Parce qu'après, nous nous sommes retrouvés dans des situations encore beaucoup plus calamiteuses que par le passé. C'est la raison pour laquelle cette transition-ci prend en compte le passif pour faire en sorte qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. D'où la nécessité de la thématique de la refondation. Ou bien en anglais, du state building. Vous ne pouvez pas construire des institutions sur du sable mouvant, parce que cela veut dire que ce sera un perpétuel recommencement. Et l'expérience a montré que la plupart des pays qui n'ont pas fait l'effort de prendre en compte leur propre passif pour corriger, tirer les leçons, malheureusement, s'engluent encore davantage dans des cycles d'instabilité et parfois même, pire, de guerre civile. Les exemples sont florès, je n'ai pas besoin de les citer ici. C'est la raison pour laquelle ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas simplement une passation de pouvoir, c'est mettre la Guinée dans des conditions optimales de pouvoir résoudre les problèmes qui l'ont impacté pratiquement depuis l'indépendance. D'où la nécessité, dans un premier temps, d'aller dans le sens de ce qui a été préconisé et qui a été mis en œuvre, les assises nationales. Les assises nationales ont constitué, à travers les pertinentes recommandations, qui sont au nombre de 47, de fixer le cap, de donner une orientation de ce qu'il faut faire dans les domaines les plus variés pour que la Guinée puisse avoir une option ou bien une voie lui permettant d'asseoir des institutions stables et crédibles, d'engager des programmes de développement sur une base qui permettent aussi bien à l'ensemble des populations du pays, tant ceux qui sont dans les villes que ceux qui sont dans les campagnes, de profiter et de bénéficier
du partage des richesses qui pourrait être dans une logique de transformation du pays, permettre l'éclosion d'une économie prospère. C'est ce qui a été fait. Et la mise en œuvre est en train de se poursuivre pour nous permettre d'aller dans une logique pour mettre en œuvre des démarches de réconciliation nationale effective. Et vous savez que sur le plan de ce processus, il y a eu beaucoup d'initiatives courageuses qui ont été engagées et qui, pour certaines d'entre elles, sont pratiquement presque au bout de leur mission. C'est le cas, par exemple, de l'emblématique procès du massacre du 28 septembre 2009. Et par rapport à ça, je dois dire que c'est un courage que les autorités de la transition ont pris pour permettre à ce que nous soyons redevables en tant que responsables aujourd'hui, demain et après-demain. Ce n'est pas une logique de revanche, c'est une logique de faire en sorte que les Guinéens soient définitivement vaccinés par rapport à des situations qui risquent d'empiéter et de mettre dans une logique tout à fait négative l'ensemble des processus politiques que nous allons engager. Et c'est aussi un engagement pour le présent et pour le futur. Donc, grâce à Dieu, le procès se poursuit et nous espérons que très rapidement, nous irons au dénouement et par la suite, la nation en tirera les enseignements. Le processus politique est certes important. Le dialogue politique, le retour à l'ordre constitutionnel sur des bases plus inclusives ont été lancés. Mais vous savez qu'en politique, c'est difficile d'avoir tout le monde à la fois. Certains ont estimé que l'objectif de la transition, c'est simplement organiser des élections et puis laisser les fauteuils pour que d'autres viennent s'asseoir. Ceci a été fait par le passé et nous avons vu les dégâts que ça a coûté à la nation et le retard accumulé tout simplement parce qu'on a voulu aller vite sans consolider les bases pour organiser des élections et le résultat, en soi-disant en faisant les choses en 1 an, 18 mois au maximum, on a perdu plus de 15 années. Dans les faits, la Guinée est impactée par ce lourd passif qui a fait que nous avons perdu plus d'une décennie. Donc la raison actuelle, c'est de faire en sorte que la Guinée ait les bases de faire le saut de grenouille, comme les Anglais disent, le leapfrog, pour qu'institutionnellement, aujourd'hui, demain, après-demain, après cette transition, que la Guinée puisse faire le bond qualitatif lui permettant de rattraper son retard dans les domaines les plus variés, tant sur le plan économique, tant sur le plan social, que sur le plan purement humain, dans la consolidation de l'unité du pays, dans le retour à une confiance des Guinéens et des Guinéennes en leurs institutions. C'est ceci, c'est ça l'ambition. Ce n'est pas simplement cette page, on la lit très rapidement, on la tourne et on recommence. Non, c'est de permettre pour cette fois-ci que la Guinée actualise les attentes et les aspirations de plusieurs générations de nos compatriotes, et cela depuis la génération des indépendances. L'ambition, de ce point de vue, dans les années à venir, je le dis et je le répète très souvent, c'est d'être la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Pour qu'on puisse être la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, il nous faut les bases institutionnelles pour stabiliser le pays, pour conforter l'unité de tous les Guinéens. C'est
l'élément fondamental. Ensuite, sur le plan des moyens à doter et à mettre en œuvre pour que l'État puisse avoir les moyens de cibler ses politiques économiques et sociales, ça c'est aussi le second aspect. Et après, mettre les conditions idoines sur le plan national et international pour que la Guinée soit vue positivement, d'abord par nous, Guinéens, et par la suite par l'extérieur, la sous-région et la communauté internationale pour couronner un processus qui permettra aux générations futures de vivre dans un pays stable, développé, réconcilié et qui pourrait aller de l'avant. Certains considèrent que ce qui se fait de manière beaucoup plus concrète, par exemple, je prends un exemple, la question du fichier électoral. Utiliser l'ancien fichier au risque de répéter des erreurs et des fautes plus graves que ce que nous avons connu? Non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qui est en train d'être fait. Le processus du RAVEC, pour parler de ce processus, au-delà de l'aspect purement électoral, c'est un moyen par excellence de doter le pays, de doter les gouvernants à tous les niveaux d'instruments permettant de cibler les politiques, de permettre à tout moment de nous permettre de faire ce que nous voulons dans un laps de temps raccourci. Le RAVEC, c'est d'abord une question de citoyenneté, que tous les enfants de ce pays puissent avoir un numéro d'identification personnelle qui permettra d'avoir une carte d'identité, permettra de chaque acte administratif que les citoyens puissent être suivis pour avoir une meilleure efficience de l'action publique. Ça, c'est l'un aspect. Le second aspect, sur le plan social, vous ne pouvez pas faire une politique sociale crédible, effective, sans pour autant avoir l'identification de la population avec des numéros précis qui permettront de savoir est-ce qu'il vit avec un handicap, a-t-il le droit ou la possibilité d'être accompagné durant toute sa vie par la puissance publique de l'enfance jusqu'à l'âge de la retraite et même au-delà. Ce sont des éléments indispensables si nous voulons être un pays moderne, un pays socialement soudé où aucun élément de la société n'est mis en marche. J'ai reçu la semaine dernière les associations des personnes souffrant d'un handicap et ce que nous avons demandé au ministre, c'est d'aller dans un premier temps pour que nous puissions avoir la base de données avec des numéros d'identification précis de l'ensemble des populations souffrant d'un handicap. Certains vont dire non, il suffit de distribuer des sacs de riz par-ci par-là, ça fait bien sûr du tintamarre, mais c'est un aspect ponctuel. Mais sur le plan structurel, est-ce que l'État s'est doté des moyens pour que l'ensemble des personnes vivant d'un handicap puissent être suivies? Non. Et d'où la nécessité de faire les choses à la base avec des fondamentaux qui permettent à ce qu'aujourd'hui, demain et après-demain, ceux qui dirigeront la Guinée dans les années à venir puissent être plus efficaces, puissent cibler leur politique publique et permettre à tous les Guinéens de se sentir des citoyens de ce pays. Ça, c'est pour donner un exemple. Il y en aura d'autres. Donc, c'est pour vous dire que le processus de state building, que certains croient que c'est une perte de temps, c'est un aspect fondamental du présent et du futur de ce pays. Par le passé, on les a négligés, puisque ce qui était le plus urgent, allons aux élections, allons aux élections, allons aux élections, dans n'importe quelle condition. Aujourd'hui, il faut savoir que ce qui est en train d'être fait, c'est préparer la Guinée pour les prochaines 60 années à venir. Et nous espérons et nous souhaitons et nous travaillons à ce que les prochaines 60 années de la Guinée soient des années vertueuses de progrès et
d'essor économique qui, j'espère bien, commence d'ores et déjà à montrer à travers l'aube qui se lève, de montrer des esquisses. C'est pour vous dire que la transition actuelle marquera l'étape du départ pour un nouveau cycle politique, économique et social pour notre pays. Lorsque je dis ça, certains vont me dire, bien, tiens, ils sont là pour combien d'années pour cette transition? Mais les choses avancent et je pense que ça va être accéléré le plus rapidement possible. L'ambition, c'est de jeter les bases, de les consolider, d'utiliser les outils que nous devons faire pour le retour à l'ordre constitutionnel dans un environnement de transparence et d'efficacité du processus pour que les élections qui s'organiseront soient transparentes, crédibles et non contestables et qui permettront à la Guinée, pour une fois, de vivre un processus politique achevé pour engager les autres voies de son destin. Et lorsqu'on fera ça, dans les années à venir, en l'espace même de 3 mois, on peut décider, pour des raisons spécifiques et particulières, organisons des élections. Et on pourra le faire. Parce que les bases qui vont exister seront des bases qui seront régulièrement enrichies et des bases vivantes. Donc, ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, on fait gagner du temps à ce qui va arriver par la suite. Sur le plan économique, pour revenir à la situation factuelle d'aujourd'hui, c'est vrai que nous traversons des phases très difficiles. Vous le savez, nous le savons. Le passif est lourd et je ne vais pas insister sur ça. Sur lequel je dois insister, c'est les efforts de redressement qui sont engagés et qui ne tarderont pas à donner des fruits pour permettre à nos compatriotes d'espérer en un avenir meilleur. À titre d'exemple, le projet Simandou, les négociations, pour l'essentiel, sont terminées. Or, le projet Simandou, depuis des décennies et des décennies, était un projet qui était dans les pipelines, mais qui n'avait jamais été engagé jusqu'à arriver à un closing, c'est-à-dire que toutes les négociations sont terminées et que la mise en œuvre, c'est-à-dire sur le plan opérationnel, le processus est engagé. Je pense que d'ici quelques mois, certainement ceux qui voyagent à l'intérieur du pays se rendent compte qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours et dans un an, on espère qu'on sera à une phase très avancée du projet pour que la production effective d'extraction du minerai de fer puisse se faire. Et je dois dire, pour ceux qui l'ignorent, que le projet Simandou est le projet le plus important aujourd'hui dans le monde en ce qui concerne un projet minier. Près de 15 milliards de dollars d'investissement à travers le Transguinéen d'un côté, à travers le port qui est en train d'être construit. Ce sont des investissements extrêmement importants qui vont au-delà de l'aspect purement minier. Le corridor du Transguinéen, le corridor du Transguinéen sera un corridor économique par excellence, avec des villes qui vont se créer, avec un afflux de la population vers ces zones économiquement qui seront beaucoup plus favorisées que d'autres. Donc, c'est une situation qui nous amène d'ores et déjà à préparer l'avenir de ce bassin, qui sera un bassin économiquement très attractif et qui permettra la présence d'unités industrielles et un secteur privé. Si nos compatriotes prennent, disons, le train en marche, il faut qu'ils se préparent à se dire c'est le moment d'être présent, c'est le moment d'être préparé à ce qui va venir et non pas attendre
de voir comment les choses vont se faire pour dire maintenant on va courir derrière. Non, il faut savoir que dans les 2 années, une transformation économique majeure de la Guinée se fera. Ça, c'est par rapport au projet de Simantou. Je peux parler d'autres projets. Le projet concernant le panorama entre Farana et Forêt-Carrière, qui a été repris. Belle Zone avait eu des difficultés. Maintenant, le projet est en train d'être relancé. Lorsqu'on part du côté de Kamsar, il y a le projet Alteo, qui est une raffinerie pour traiter la bauxite pour avoir l'alumine. Et là aussi, c'est un bassin industriel qui sera un autre bassin qui complétera la gamme de l'extraction minière, de sa transformation dans un premier temps. Et lorsque nous aurons une capacité énergétique suffisante, parce que ça fait partie aussi de nos préoccupations et de nos ambitions d'ores et déjà, de processus de transformation du minerai de bauxite. Pour le moment, mettons le fer de côté, mais simplement le minerai de bauxite avec la transformation qui interviendra pour la décennie prochaine, pour être beaucoup plus mesuré. La bauxite, avec les chaînes de valeur qui vont être utilisées, sera ce que le pétrole est pour l'Arabie saoudite. C'est cela notre ambition. Donc, dans la décennie suivante, avec l'aide de Dieu, la Guinée ne sera plus la Guinée que vous connaissez aujourd'hui. Pour le présent, c'est-à-dire le court terme, la communauté internationale est en train de voir la Guinée sur une autre rampe, d'où le fait que récemment, les discussions avec le Fonds monétaire international ont été couronnées de succès. Et le Fonds monétaire international, le groupe de la Banque mondiale et d'autres institutions, je peux les citer, mais je préfère ne pas les citer tous, au risque d'oublier certains, la BID, la BADEA, etc., nous accompagnent et nous ferons en sorte que par rapport au court terme, qu'il y ait des améliorations rapides, principalement en ce qui concerne la production d'électricité et les éléments connexes qui lui sont liés, à savoir la gouvernance du secteur de l'électricité dans notre pays. Nous avons eu, disons, la sagesse et la prudence de privilégier l'intégration des économies de la sous-région en faisant beaucoup plus appel pour la desserte en électricité de notre pays d'utiliser l'interconnexion avec le Sénégal et avec la Côte d'Ivoire. Et je dois vous dire que l'interconnexion avec ces deux pays est une bouffée d'oxygène majeure. Et j'en profite de cette conférence de presse pour remercier les autorités du Sénégal et les autorités de la Côte d'Ivoire pour leur coopération et pour l'excellente amabilité que ces autorités ont eue pour aller dans le sens de l'expression des besoins de la République de Guinée en ce qui concerne la desserte en électricité. Dans la phase actuelle, ça a amélioré la desserte en électricité. Nous nous en félicitons. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la question de l'électricité de manière globale est résolue. Il y a beaucoup d'aspects qui mériteront d'être traités. La vétusté des lignes de transport, une situation de gouvernance interne qu'il faut fondamentalement améliorer, et le gouvernement proposera, dans un laps de temps qui ne sera pas lointain, une approche au président de la République, et à ce moment-là, nous ne manquerons pas de vous le signaler. C'est pour dire que par rapport à la situation économique, nous sommes dans une pente ascendante qui doit être consolidée.
Le social. J'espère que vous vous rendez compte de l'attention et de la préoccupation que le gouvernement a vis-à-vis du social. Pas de manière structurelle majeure, mais à travers une attention particulière aux dossiers les plus brûlants, pour montrer que le gouvernement de la République est là au service des citoyens de la République de Guinée. Je suis très heureux de l'effort que les ministres ont eu par rapport, par exemple, aux accidentés entre Massanta et Guékédou. La mobilisation des aéronefs, des hélicoptères, pour transporter les blessés ici, c'est une chose, c'est une première dans ce pays, où des simples passagers d'un car sur Bondé qui fait un accident avec près de 16 morts et que les autorités dépêchent des hélicoptères pour les recueillir et les amener vers les centres hospitaliers les plus proches. C'est une première et cette première devra être poursuivie. Mais cela veut dire que sur le plan structurel, il faudrait que nous puissions mettre les moyens à la disposition des services compétents, notamment la protection civile doit être mieux dotée, mieux outillée pour être en mesure d'accompagner effectivement cette politique. Ça, c'est un exemple. La question des sinistrés de Coronting, là aussi, est un autre exemple pour permettre d'accompagner une population sinistrée, au-delà de l'urgence qui consiste à distribuer du riz, à distribuer du sucre, à leur permettre de manger. Nous avons engagé également une politique pour permettre à ceux qui ne sont pas dans des conditions d'habitation optimales de pouvoir se reloger, pour permettre, selon le schéma directeur de la ville de Conakry, de les insérer dans un programme qui leur permet de valoriser leur patrimoine en relation avec les pratiques des sociétés immobilières. J'entends certains railler cela pour dire que eux, si c'est eux, ils préfèrent mourir. C'est une bêtise et c'est une irresponsabilité de parler comme ça. Parce que dans d'autres circonstances, certains, par eux-mêmes, sont obligés de chercher un partenaire financier pour dire j'ai une parcelle, 2 parcelles. Quelles sont les conditions pour que je puisse vous donner ma parcelle en bail pour pouvoir par la suite partager pratiquement ce patrimoine. L'État là accompagne les populations dans une situation de détresse, les met dans une situation de pouvoir négocier de manière optimale pour que leur patrimoine à titre personnel puisse être protégé, valorisé pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour l'avenir. Et des compatriotes, semble-t-il mieux intentionnés pour nos compatriotes, disent si vous vous engagez dans ça, c'est une duperie. Bref, c'est pour dire que sur le plan social aussi, nous ferons un effort. Sur le plan social, il y a eu des choses qui se sont passées par les années antérieures. Mais ce n'est pas le moment de tirer des leçons ou de parler de ça. Sur le plan de la santé a connu, dans un passé récent, une certaine détérioration. Je rappelle que nous avons subi Ebola, nous avons subi le Covid. Nous devons aller dans le sens de renforcement du processus de la vaccination pour protéger les enfants qui naissent et protéger la population. Le secteur de la santé mérite une attention particulière parce que c'est un secteur qui protège les vies. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, les épidémies sont pires que les bombes nucléaires. Pour un rien, un pays peut se retrouver dans une situation économiquement et socialement désastreuse à partir d'un virus dont vous ne pouvez pas savoir
comment il peut naître, comment il peut se développer, comment il peut contaminer toute une population. Donc la question de la santé publique et de la santé de manière générale fait partie des préoccupations stratégiques dont notre pays ne doit pas en rester. Corrigeons nos insuffisances pour aller de l'avant. Et demain, à l'Abbé, nous allons lancer, disons, une campagne de vaccination avec le ministre de la Santé. Bref, on ne dort pas, on fait ce que nous avons à faire. Le dialogue politique va être accéléré. Le format sera revu pour plus d'efficacité et plus d'inclusivité. Je laisse le reste pour répondre à vos questions, puisqu'il ne faudrait pas que je réponde à toutes les questions avant même qu'elles ne soient posées. Je vous remercie. Merci. Merci bien, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouri Ba. Donc, c'était l'ouverture. Vous avez pas mal de biscuits, mais aussi au-delà. Monsieur le Premier ministre n'a pas touché certainement à tout, donc vous avez le temps, bien sûr que le temps, il faut qu'il soit bien géré, de poser, d'avoir des précisions, des questions de compréhension sur certains aspects de la vie nationale. Nous ferons, peut-être nous allons changer, Monsieur le Premier ministre pourrait rester là-bas, utiliser son micro, qu'il soit bien vu, mais s'il veut s'approcher, il n'y a pas de problème, le pupitre sera libéré, Monsieur le Premier ministre, pour vous. Nous irons du tac au tac, ok? Il ne va pas garder les questions, il va répondre les unes après les autres. Nous commençons par Jeune Afrique. Bonjour, merci Monsieur Camara et Monsieur le Premier ministre. Ma première question, c'est de savoir est-ce que Monsieur le Premier ministre, l'annonce du président de la transition de tenir le référendum cette année est toujours tenable? La deuxième, selon vous, combien de temps faudrait-il au gouvernement pour mettre en place, établir en fait le RAVEC? Je vous remercie. Pardon? Je suis Diao Bari, correspondant de Jeune Afrique et journaliste au Lynx également. Notre préoccupation au niveau du gouvernement aujourd'hui, c'est de mettre en phase la déclaration de son Excellence le Président le 31 décembre 2023 avec ce qui va être fait. D'où la préoccupation du gouvernement très tôt de régler les questions qui étaient en suspens pour l'opérationnalisation du RAVEC le plus rapidement possible. La commission de coordination du RAVEC a été désignée et avec à sa tête un militaire, le général Biro Condé. Donc, ça fait 2 semaines de cela. Ils sont en train, avec l'ancienne équipe qui était en train de piloter le processus de RAVEC, d'être dans une disposition opérationnelle pour lancer le processus qui reste en suspens pour le RAVEC. Et comme vous le savez, c'est de là que découlera le fichier électoral pour l'organisation du référendum constitutionnel. Je souhaite que tout cela se fasse le plus rapidement possible. Et c'est la raison pour laquelle les structures du dialogue, la concertation permanente, vont être aussi revues dès la semaine prochaine pour que tous les acteurs, à n'importe quel moment des différentes étapes, puissent être au courant de ce qui est en train d'être fait. Je préfère en rester là, mais c'est pour vous dire que ce processus qui doit permettre l'organisation du référendum au plus tard à la fin de cette année,
nous ne ménagerons aucun effort pour que cela puisse se faire. Après, le processus d'organisation des élections deviendra nettement plus facile. L'opération la plus compliquée, qui nécessite beaucoup plus de moyens, c'est l'obtention du fichier électoral. Dès que le fichier électoral sera obtenu, les autres étapes pour le retour à l'ordre constitutionnel pourront être concrètement et datées et prévues en conformité avec le code électoral et les textes qui seront afférents, et bien entendu avec la Constitution de la République de Guinée qui sera adoptée d'ici la fin de l'année, avec bien entendu, comme toujours, l'aide de Dieu. Bonjour. Bonjour à tous, merci Monsieur le Premier ministre pour cette initiative. Nous l'accueillons, organisée chaque 2 mois. Bonjour, bonjour. Je suis Abdourahmane Ba, correspondant de 5 Mondes en Guinée. Vos sentiments personnels et votre intime conviction, c'est de respecter les engagements que vous donnez. Et c'est le cas du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Mais lorsqu'on voit ce que la Guinée a connu depuis le 5 septembre 2021 et jusqu'à une période récente, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas entre les mains de ceux qui pilotent l'exécutif du pays. Donc la question de la transition, il ne faut pas la voir comme si le gouvernement est seul à décider et à faire les choses. C'est un partenariat global qui implique aussi bien la société politique, la société civile et les conditions économiques et financières du pays. Le processus du dialogue politique a été un processus qui n'a pas été du tout facile et qui a impacté négativement la dynamique pour un retour à l'ordre constitutionnel dans les délais qui étaient indiqués à travers l'accord dynamique entre la CEDEAO et la Guinée. La responsabilité de cela peut être partagée, mais ce n'est pas le moment d'aller au fond des choses. C'est pour dire que même si vous êtes contre l'action gouvernementale et vous allez à l'encontre des intérêts de votre pays pour des raisons que seul Dieu peut connaître, vous contribuez à ralentir le processus. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup d'actions néfastes qui ont contribué à ralentir le processus et la dynamique qui était engagée. Le bashing contre la Guinée,
le fait de dépeindre en noir tout ce qui se fait dans ce pays, de ne rien voir de bon de ce qui est en train d'être fait, c'est une attitude qui, je le dis franchement, est une attitude antipatriotique qui ne doit pas correspondre à ce qu'un citoyen responsable de la République de Guinée, et à plus forte raison des hommes et des femmes qui ont été à un moment donné responsables et qui ont parlé au nom du peuple de Guinée, ne devraient pas agir de cette manière. Au contraire, leur responsabilité devrait les amener à dire « encourageons-les à aller le plus rapidement possible pour la mise en œuvre de l'ensemble du processus qui est déjà acté entre la Guinée et la CEDEAO, et non pas de manière rituelle de venir avec des manifestations, des bashings au niveau de l'ensemble des départements diplomatiques à l'étranger, de mener des campagnes de presse qui, d'une manière ou d'une autre, ne les honorent nullement. Ceci dit, à partir de maintenant, on se bouche les oreilles par rapport à certains types d'attitudes et de propos, et on reste focus par rapport à ce qui est, sur ce plan-là, l'intérêt national. Le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas une exigence externe, c'est une volonté et une attente du peuple de Guinée qui veut jouir pleinement de ses droits démocratiques et qui veut également être dans un environnement de paix, de stabilité et d'unité. Si tout le monde concourt dans ce sens, le processus va être plus aisé, plus facile, plus fraternel et non pas conflictuel, parce qu'une transition, en principe, c'est une transition pour l'ensemble des segments de la société et non pas une transition pour une partie de la société. Mais le fait d'être dans une logique perpétuelle de conflictualité a contribué à étouffer l'élan que la Guinée aurait dû avoir depuis l'indépendance. Et à ce niveau-là, cette mentalité, qui n'est pas une mentalité d'inclusivité, qui n'est pas une mentalité d'appropriation des problématiques du pays et d'une vision convergente pour privilégier l'intérêt national, c'est cela qui est le principal facteur du retard de la Guinée. Certains préfèrent, même si ça c'est bien, puisque ce n'est pas moi qui suis assis sur le fauteuil, je ferai tout pour que ça capote. C'est une mentalité égoïste et malheureusement, vous connaissez comment la mentalité politique est dans notre pays. J'espère et je souhaite que le paradigme change. Il n'est pas dit qu'il faut être d'accord sur tout, loin de là. Mais au contraire, par rapport à ce qui est l'intérêt national, qu'il y ait une unité pour privilégier, pour protéger, pour raffermir l'intérêt de tous. Et ça, nous allons y travailler et nous souhaitons que vous, qui êtes les médiateurs par excellence, vous faites en sorte que la population et tous les responsables à tous les niveaux intègrent cette approche. Le développement du pays n'est pas pour quelqu'un, c'est pour l'ensemble de la communauté nationale et même au-delà. Lorsqu'il y aura le Simandou, ce n'est pas pour le général Mamadi Doumbouya, ce sera pour des générations et des générations de Guinéens. Je prends des exemples. Les pays qui sont dans des conflits et qui s'enfoncent dans une détresse profonde, ceux qui y contribuent affectent l'ensemble des composantes de leurs citoyens sans aucune exclusivité à ce niveau-là. Donc, travailler pour le pays, mettre en avant l'intérêt national, avoir une vision positive du présent et du futur, tout en étant objectif et critique par rapport à l'action gouvernementale, c'est ce que nous souhaitons et ce que nous demandons à les éléments les plus éclairés de la société pour qu'en fin de compte, cette vision positive, constructive d'élan national vers le progrès, vers ce qui nous permet d'aller de l'avant,
puisse être le mieux partagé. Lorsque notre équipe nationale, je salue la victoire du Sili national des U23 pour la participation aux Jeux olympiques de Paris du mois prochain, mais qui va dire qu'il est contre? Donc c'est lorsque la Guinée réussit, il faut s'en féliciter et l'encourager. Parmi les joueurs, beaucoup d'entre vous peuvent être d'excellents joueurs, mais ce n'est pas vous qui êtes sur le terrain. Mais lorsque la Guinée réussit à ce niveau-là, vous en êtes fiers, puisque vous êtes représentés à travers le drapeau national. On ne dira pas c'est X, Y, Z qui a réussi, on dira la Guinée s'est qualifiée pour sa participation pour les prochains Jeux olympiques de football après plus de 56 ans d'absence. C'est ça qui permet à un pays, à un peuple d'être honoré et d'être fier. J'ai rencontré le Premier ministre de Côte d'Ivoire récemment à Nairobi. Je n'ai pas manqué dans nos échanges de souligner que la victoire de l'équipe des éléphants pour la Coupe d'Afrique, au-delà de l'aspect sportif, ça a redonné au peuple ivoirien une fierté et une vision positive qui peut lui permettre d'avoir des ambitions sur le plan économique, sur le plan culturel et sur d'autres qui permettent à des jeunes de rêver, de dépasser ceux qui sont là. Mais en Guinée, malheureusement, tel est nul, tel n'est pas ceci, tel... Non, c'est cette mentalité qui est sur le plan de la psychologie, une mentalité négative qui fait qu'un peuple ne peut pas rêver de grandeur et d'ambition. Si on ne rêve pas de grandeur et d'ambition, on disparaît. Et comme vous le savez, les stratégies militaires disent que la guerre psychologique est la guerre la plus efficace. En Guinée, on est toujours en train de subir une forme de guerre psychologique pour dire que nous sommes incapables, que nous sommes nuls, que nous ne pouvons pas aller de l'avant, que nous sommes divisés, que nous sommes ceci et cela. Avec ce type de mentalité que malheureusement, dans nos rangs, dans notre société, nous colportons, nous aggravons les facteurs de retard et de manque d'ambition de nos compatriotes. Lorsque vous voyez la cohorte de jeunes Guinéens, des milliers et des milliers, chaque jour qui ne pensent qu'à émigrer aux Amériques, en Europe, en traversant des conditions les plus difficiles, cela veut dire qu'ils perdent l'espoir en l'avenir de leur pays. Et quelles que soient nos réussites, si un peuple n'a pas d'espoir, ne croit pas en l'avenir, c'est comme si on est en train de prêcher dans le désert. Aujourd'hui, ce que je dois vous dire par rapport à ça, il faut croire en l'avenir de la Guinée. Je suis allé au-delà de la question, vous m'en excuserez, je suis prêt à répondre à vos questions en étant un peu plus discipliné. Non, c'est bon. Alors, bonjour Monsieur le Premier ministre, c'est Sekou Keita de Joma Media. Votre nomination a suscité, au continue d'ailleurs, de susciter beaucoup d'espoir. Mais on sait toujours que la collaboration entre un président militaire et un premier ministre civil, ce n'est toujours pas aisé. Devant l'histoire, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est juste une précision, aujourd'hui que vous avez la liberté, le pouvoir et l'accompagnement nécessaire pour assumer pleinement votre rôle de Premier ministre? Ça, c'est la précision. La première question, il y a quelques jours, vous avez rencontré les associations de presse. Vous nous avez dit que vous avez reçu carte blanche de la part du président pour résoudre cette crise qui mine un peu le secteur. Depuis ces jours, la fumée blanche tarde à sortir de la fumée, de l'appareil, je vais dire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et qu'est-ce qui pourrait expliquer un peu, puisque l'attente devient de plus en plus grande? Le contexte compte beaucoup. La dernière question, je vais dire. Le contexte politique compte beaucoup. Vous avez suivi récemment
des acteurs de la société civile et des partis politiques qui se sont réunis pour créer une alliance qu'ils ont appelée Union Sacrée, et l'Union Sacrée qui précise qu'au-delà du 31 décembre, on ne va plus reconnaître le pouvoir ou le régime actuel, à plus forte raison votre gouvernement. Est-ce que cela vous inquiète? Et au-delà, est-ce que vous avez déjà pensé à mener des démarches justement pour éviter que l'on se retrouve dans une autre crise qui pourrait vous compliquer bien évidemment la tâche? Je vous remercie. Bien. Merci Keïta. Vous avez affirmé qu'un président militaire ne peut pas travailler avec un premier ministre civil. C'est une assertion, mais c'est une assertion qui est fausse. Le général de Gaulle, militaire, a travaillé avec des premiers ministres civils et ça a permis à la France de relever des grands défis de son histoire, suite principalement au processus de décolonisation qui s'était très mal passé avec l'Algérie. Donc l'assertion est fausse. L'assertion est fausse. Et parce qu'il y a des contre-exemples. À partir du moment où il y a un contre-exemple, cela veut dire que l'assertion est fausse. Tournons la page. En tant que Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai les coups de franche et j'ai l'appui total du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas de doute sur cette question. Mais ce ne sont pas deux personnes qui font marcher une machine administrative qui a ses faiblesses, qui a sa culture, ses pesanteurs, d'où la nécessité de rénover, de penser l'administration, de penser les relations progressivement autrement. Lorsqu'un ministre est nommé, vous croyez qu'il vient et qu'il a toutes les coudées franches? D'abord, il faut travailler avec les équipes que le ministre a trouvées sur place, qui ont aussi une culture, des habitudes et parfois des résistances au changement. Je ne vais pas épiloguer sur cette question, c'est pour vous dire que cette assertion est fausse et personnellement, je travaille en extrême bonne intelligence avec le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya et avec ses équipes. La deuxième question, c'était les médias. Mais la balle est de votre côté. On a fait ce qu'il fallait faire, on vous a reçu, on vous a dit allez approfondir le cadre que vous allez mettre en place en toute indépendance, c'est-à-dire le cadre d'autorégulation que vous-même vous avez décidé de mettre en place. On vous attend. Donc, ce n'est pas du côté du gouvernement, c'est de votre côté qu'il y a des lenteurs et vous traînez les pieds. Et si vous continuez de traîner les pieds, il ne faut s'en prendre qu'à vous-même. Peut-être que certains se plaisent dans cette confusion qui permet de dire le gouvernement guinéen est toujours en train de brimer les médias, ceci et cela. Mais aujourd'hui, je le dis ici, dans le cadre d'une conférence de presse, la balle est du côté des médias pour mettre de l'ordre, nous conforter par rapport au cadre d'autorégulation que vous vous êtes engagé librement de mettre en place. Et lorsque nous aurons cela, nous allons écrire à la haute autorité de la communication pour que chacun, dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues, fasse le travail qui est le sien. La troisième question, l'union sacrée. Bon, est-ce que cette union est sacrée?
Ce qui aurait dû être fondamental, c'est l'union sacrée de tous les Guinéens pour préserver les intérêts fondamentaux de leur pays. C'est ça qui doit être sacré. Tout le reste, ce sont disons, des querelles ou des situations ou des positionnements que je considère comme étant des positionnements de type politicien. La suite, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un déjà qui a... Oh, d'accord. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. C'est Alpha Madi Ouba, du journal en ligne Le Révélateur de 124.com. Tout à l'heure, vous avez soulevé la question du dialogue politique avec les autres acteurs. Depuis quelque temps, on constate quand même un dialogue de sourds. Les discussions traînent. Est-ce qu'à date, vous pouvez nous dire quand est-ce que ce dialogue dont vous venez d'annoncer va démarrer? Et est-ce qu'ici, vous pouvez nous dire aussi que vous discutez avec les autres acteurs, que sont Cellou Dalein, Sidia, qui sont hors de pays, avec le RPG, comment faciliter la situation pour que le RPG vienne autour de la table? Parce que la question principale, c'est la libération de leurs détenus. Merci. Bien. Lorsqu'on travaille, on n'a plus le temps de nous retrouver pour dire que nous travaillons, nous nous mettons à l'œuvre. Il y a une semaine, pendant 5 jours d'affilée, l'écrasante majorité des acteurs de la société politique, c'est-à-dire les partis politiques, étaient représentés à Kindia pour plancher sur l'esquisse du code électoral et de certaines questions connexes concernant les textes qui doivent être mis en place. Une semaine à Kindia. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie de la mise en œuvre du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Et ça, c'est plus important que nous fassions une réunion où, avec des images, on dit X, Y, Z. Voilà, le travail se fait sur le terrain et cela est un élément très important. L'autre élément, il n'y a pas de dialogue de sourds. Il y a une dynamique de revoir les formats pour que ce qui a été mis en place soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus inclusif. Et la semaine prochaine, nous proposerons au gouvernement des esquisses allant dans ce sens pour nous permettre, dans le contexte actuel, où le processus entre dans une phase de mise en œuvre accélérée, d'avoir de manière régulière des espaces où chacun pourra savoir où est-ce que nous en sommes par rapport aux activités, aux étapes concernant chaque aspect, soit du RAVEC, soit du fichier électoral, soit du code électoral, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le reste suit le chemin. Vous avez cité d'éminentes personnalités à qui j'ai du respect et de la considération. Nous avons, dès notre installation comme Premier ministre chef du gouvernement, l'invitation de tous les anciens premiers ministres pour qu'on se retrouve autour de la table, pour leur signifier notre volonté de les considérer comme partie prenante en tant qu'hommes et femmes d'expérience, de pouvoir accompagner et d'aider le gouvernement dans les sujets où ils ont fait preuve de compétences et d'expérience. Donc ceci est de loin beaucoup plus significatif que des considérations de caractère politicien. Et je vais proposer au président de la République d'aller au-delà de cette rencontre entre le Premier ministre en situation de responsabilité et les prédécesseurs pour que, sur le plan effectif, que cela soit pris en considération pour leur conférer un statut et des marques de reconnaissance que la nation doit avoir vis-à-vis de tous ceux et de toutes celles qui, à un moment donné, ont agi et au nom du peuple de Guinée et ont apporté des contributions significatives pour notre développement et notre essor.
Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Merci pour la confiance. Je m'appelle Mamadou Djamba. Je suis administrateur général du site Le Précis 224 et chroniqueur politique à Continental et à Tropical FM. Monsieur le PM, je vais vous faire réagir sur un secteur certainement qui vous tient à cœur, dont vous êtes le précurseur. Il s'agit des droits de l'homme. Ces derniers temps, la Guinée est sur la ligne rouge. Le cas le plus récent, à Koya, il y a eu des présumés détenus qui ont rendu l'âme dans un commissariat, dans une gendarmerie. Lors des réclamations sociales pour le courant à Taouya, il y a eu des élèves, un élève et d'autres citoyens qui ont été abattus. Alors le président avait dit, on a encore, vous pouvez consulter les archives, qu'aucun Guinéen n'allait mourir pour son opinion. Aujourd'hui, vous qui êtes très attaché aux droits de l'homme depuis des années, comment est-ce que vous gérez cette situation sous cette transition et quelles sont les dispositions à prendre pour ne pas qu'on essaye que les Guinéens continuent à tomber dans des manifestations comme des gibiers, parce que la transition n'est pas terminée et certainement il y a d'autres manifs qui peuvent survenir à tout moment. Je vous remercie. Merci. Par rapport à la situation dramatique de Koya, vous savez que l'ancien pénitencier a été, pour des raisons que j'ignore, n'est plus opérationnel et la population carcérale a été placée dans d'autres bâtiments qui ne répondent pas aux normes. Malheureusement, cette tragédie est intervenue et j'ai été interpellé par le ministre de la Justice il y a quelques jours de cela pour que des moyens soient mis en œuvre le plus rapidement possible pour les loger dans des conditions humaines les plus acceptables. Donc ceci est en cours. Nous regrettons des situations de cette nature qui relèvent d'une certaine situation que nous héritons. Maintenant, par rapport à la situation des manifestations, vous savez, la logique de violence ne date pas de maintenant. Elle est historiquement très ancienne. Et c'est la raison pour laquelle, dès que j'ai commencé mon intervention, pour vous dire que la préoccupation première du président de la République, c'était de lancer les assises nationales. Lancer les assises nationales, c'est de prémunir la société de ces facteurs de troubles, de ces facteurs de violence, pour ne pas que, par habitude, par fatalité, que nous sombrions. Donc la volonté est manifeste, mais vous savez, le changement d'une société ne se décrète pas. C'est un processus qui prend du temps, qui nécessite des efforts à tous les niveaux. Et je n'ai pas manqué de le souligner lors de ma rencontre avec les forces de police au niveau de l'enceinte du ministère de la Sécurité il y a 2 semaines de cela. Et donc, nous avons cette préoccupation et nous allons être focus pour permettre à ce que le droit triomphe dans n'importe quelle circonstance. Les forces de défense et de sécurité sont informées et des mesures sont engagées par les responsables de ces différentes unités pour au maximum limiter les bavures et les dérives sur ce terrain. Maintenant, pour les manifestations, vous allez me dire, c'est parce qu'il est Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il va dire qu'il est contre les manifestations. Je dois vous rappeler qu'après mon retour d'exil, j'ai demandé à ce que l'action politique change de méthode. Ça, c'était en 2016. La logique qui dit, dès que je suis mécontent, je prends en otage le pays, les institutions et la population,
à la longue, c'est cela qui dérive sur des factions, sur une certaine forme de délinquance sur le plan politique. Il y a des forces qui distribuent de l'argent à des jeunes groupes qui sont désarçonnés par la société urbaine actuelle et qui ne demandent qu'à avoir des moyens pour descendre dans les rues, non pas pour manifester avec des pancartes, avec des revendications bien précises, mais c'est pour s'attaquer aux biens et aux personnes. Et beaucoup d'entre vous en ont fait les frais. Parfois, même ceux qui sont les plus radicaux contre le pouvoir aujourd'hui, on en fait les frais des manifestations qu'en coulisses, ils ont dû encourager. C'est pour dire qu'il faut faire très attention. La logique d'instrumentalisation des couches les plus fragiles et les moins éduquées est un danger qui va au-delà d'un pouvoir politique. L'exemple d'Haïti est là pour nous dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il ne faut pas éviter, qu'il faut éviter du moins. La Somalie de Siad Barré, elle en est où aujourd'hui? Siad Barré, on l'a oublié, ça fait plus de 30 ans. Mais les conséquences de cette période font que la Somalie est désarticulée. Un homme politique responsable, de surcroît des hommes et des femmes qui ont agi pour le compte de la République de Guinée, devrait savoir qu'on ne doit pas jouer avec la vie des citoyens, qu'on ne doit pas jouer avec certaines logiques manichéennes qui consistent à dire peu importe les moyens, l'essentiel c'est d'obtenir ce que nous voulons. Mais heureusement, la résilience de la population guinéenne, le niveau de compréhension qui est de plus en plus élevé, fait que malgré tout ce qu'ils font, le pays et la République restent debout. Regardez la manière dont nos difficultés sur le plan de la desserte d'électricité est exploitée. Et parfois de la manière la plus, je ne sais même pas comment le qualifier. Le dépôt des matériels d'EDG qui prend feu, avec des millions de dollars qui sont engloutis, parce que certains groupes veulent coûte que coûte maintenir le pays dans une logique où ils vampirisent le pays pour leurs propres intérêts, peu importe les intérêts de la population guinéenne. Ça, c'est un crime. Et des compatriotes des Guinéens le font. Je suis capable de brûler ce qui appartient à la collectivité nationale, qui coûte des millions et des millions de dollars, tout simplement pour que je continue à vampiriser l'État dans mon petit coin. Et j'ai demandé aux autorités de police et de la gendarmerie de mener des enquêtes le plus rapidement possible pour que cette affaire ne soit pas une affaire qui sera considérée comme une banalité. Et je dois vous dire également, le conseil du ministre d'hier, le président a donné et m'a chargé de mener sur ce terrain-là des enquêtes approfondies pour que les responsables soient trouvés et que la justice puisse faire son travail de la manière la plus expresse. Ce niveau de vampirisation des processus de l'État, c'est la mentalité que nous retrouvons dans certains secteurs. Les sinistres que nous constatons ne sont pas des sinistres au hasard. La question de l'électricité, on reviendra sur ça, mais lorsque vous saurez ce qu'il y a dans le fond, vous allez abhorrer des hommes et des femmes que dans certaines circonstances vous avez applaudis.
J'attire votre attention, s'il vous plaît. Mon ami. Après, moi, non, vous allez revenir, c'est pas vous qui avez la direction. Vous allez revenir, mon cher. Oui, tu vas reprendre la parole. Hein? Je veux juste attirer votre attention que nous allons maintenant légèrement encore abuser de la bienveillance de M. le Premier ministre. Il y a d'autres agendas, rendez-vous au niveau du ministère de la fonction publique. Donc, juste 15 minutes après, nous serons amenés à interrompre l'échange. Donc, soyez directs. M. Moutaba, après, mon cher frère, tu vas reprendre. Hein, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Tout à l'heure, ce que vous avez énuméré ici, on a l'impression que vous étiez devant les députés. C'est tellement bien que vous avez vu devant le CNT. C'est quand vous allez passer devant le CNT pour votre programme de gouvernement. Bon. Vous avez énuméré un chapelet de bonnes choses pour préparer la Guinée pour les 60 prochaines années. Concrètement, il vous faut combien de temps pour faire tout ça là, surtout que les 10 points du chronogramme de la transition, on ne sait pas qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait encore. La deuxième question, sur le plan social, vous avez énuméré, vous avez dit tout de suite l'immigration clandestine. Nous avons perdu certains de nos compatriotes, une dizaine, je ne sais pas, moins de 20, peut-être 20 personnes, il y a une dizaine de jours au large du Sénégal. Certains, dans les familles, nous avons appris qu'ils ont été assassinés. Parce que certains disent que la pirogue a chaviré, mais on a l'impression que ce que disent les parents des victimes, que citant des témoins ou des rescapés, que les jeunes ont été assassinés en haute mer. Qu'en est-il exactement et quand est-ce que les corps reviendront en Guinée? Merci beaucoup. Bien. Commençons par la question la plus tragique. Nous avons enregistré près de 26 morts officiellement pour le moment, suite au naufrage d'un bateau qui était rempli de jeunes compatriotes qui, pour l'essentiel, provenaient d'une même commune, c'est-à-dire la commune de Matam. Et je dois dire, la ministre de la Pêche ici présente a été d'une réactivité exemplaire pour nous éviter des situations qui auraient pu être beaucoup plus dramatiques et tragiques et qui allaient compromettre les relations entre les deux pays frères que sont le Sénégal et la Guinée. Tout à l'heure, je vous ai parlé des incendies. Il y a beaucoup de faits qui montrent que certains sont toujours à l'affût pour créer des situations, pour qu'il y ait l'explosion dans ce pays, pour que nos bonnes relations avec les voisins se détériorent. Il y a des situations radio-cancan ou radio-trottoir. Il faut s'en méfier surtout avec la prolifération des réseaux sociaux tels que ces réseaux existent aujourd'hui. J'avais même entendu que le président d'une république voisine de notre pays, qu'il était malade empoisonné. Vous avez appris ça. Et tout cela, ça a été colporté et c'est tout à fait un mensonge avéré. Pourquoi ce genre de rumeurs, pourquoi ce genre de déclarations? C'est tout simplement pour nuire et aller dans une logique de cette guerre psychologique qui consiste, même les plus gros mensonges, il faut les balancer pour que les gens, au lieu de s'occuper de l'essentiel, soient détournés de l'attention et de faire prévaloir l'idée dans ce pays qu'il y a toujours des problèmes, pour nous empêcher de nous s'attaquer à l'essentiel, c'est-à-dire à ce que vous avez indiqué, le chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel, la question lancinante de l'immigration clandestine. Aujourd'hui, il faut que tout le monde sache tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez par le biais des réseaux sociaux. Il faut être très prudent parce que le fake news et une volonté de nuire, des fois, est beaucoup plus importante
qu'une volonté d'informer, qu'une volonté d'éclairer, une volonté de permettre à un pays et à un peuple d'être suffisamment au courant de ce qui se fait par-ci, par-là. Nous avons d'excellentes relations avec le Sénégal et je pense que le Premier ministre Ousmane Sonko ne tardera pas à venir nous rendre visite pour montrer l'excellence des relations entre ces deux pays. Vous savez, la question de l'interconnexion ne fait pas plaisir à beaucoup de gens. Et si vous me permettez, certains avaient prévalu ou demandé à ce qu'on ait une centrale flottante qui aurait coûté entre 800 et 900 millions de dollars à la collectivité nationale. Et comment un responsable guinéen peut-il soutenir cela en sachant qu'avec 500 millions de dollars seulement, on règle nos problèmes d'électricité définitivement dans ce pays? Des intérêts ne veulent pas que le pays vive une situation de calme, de sérénité pour s'attaquer aux choses les plus intelligentes, les plus innovantes qui vont dans le sens des intérêts de la population. Donc, vous entendrez beaucoup de choses. Donc, nous comptons sur les médias responsables pour éclairer l'opinion, pour permettre à la population de ne pas sombrer dans une psychose perpétuelle d'instabilité, d'insécurité qui pourrait faire peur à d'éventuels investisseurs qui vont se dire « Ah, ce pays a tellement de choses, on parle de ceci, on parle de cela, donc attendons ». Donc, faisons attention pour cela. Par rapport à la question de l'immigration clandestine, le sort de ces jeunes gens qui sont morts est une perte pour la nation. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que les hommes et les femmes qui sont des parents souffrent. Mais je dois dire que cette question de l'immigration clandestine est un grand problème pour notre pays. Ce n'est pas simplement dire ne sortez pas, c'est la raison pour laquelle il faut construire le pays, construire un espoir pour que les jeunes gens sachent qu'ils ont un avenir ici. Certes, la situation est aujourd'hui difficile, mais avec l'aide de Dieu, dans quelque temps, les choses vont s'améliorer de manière substantielle. Nous avons aujourd'hui près de 3000 de nos jeunes qui attendent d'être rapatriés du côté du Niger, 1200 du côté de l'Algérie, 400 du côté de la République arabe d'Égypte, des milliers qui sont dans les camps en Italie, sans compter ceux qui sont aux États-Unis dont je n'ai pas le nombre. C'est une hémorragie pour notre pays. Si les éléments les plus dynamiques, la jeunesse, ne croit pas en l'avenir, s'expatrie, comme si c'est une nouvelle traite qui est en train de s'opérer en 2024, c'est les forces les plus constructives, les plus valides qui partent. C'est un sérieux problème. Ici, certainement beaucoup d'entre eux m'écoutent. Je dois leur dire, avec l'aide de Dieu, d'ici 2 ans, 3 ans, vous allez voir qu'il y aura le reflux de ceux qui étaient partis parce qu'ils verront de manière effective, s'ils ne rentrent pas maintenant, ils sont en train de prendre du retard. La Guinée, dans les 3-4 années à venir, ne sera pas la Guinée telle qu'elle se présente aujourd'hui. À ceux et à celles qui ont de l'ambition, restez, travaillez, prenez de la peine, prenez des risques pour investir, pour vous développer. Et ceux qui sont partis, accumulez le savoir-faire, accumulez le savoir technique pour être de manière beaucoup plus efficient lorsque vous allez revenir d'ici 3, 4, 5 ans dans les prochaines années. La Guinée ne doit pas être un pays exportateur de main-d'œuvre qui nous impacte de la manière la plus négative. Sur le plan agricole, il y a des chantiers extrêmement importants que nous voulons, avec la Chambre de commerce, lancer le plus rapidement possible pour mettre au travail
nos entrepreneurs pour inverser la logique purement d'importation que ce pays connaît, pour produire ici sur place, en ce qui concerne le riz, en ce qui concerne le maïs, en ce qui concerne le manioc. Nous n'avons pas le droit d'aller plaider les autorités indiennes pour dire « donnez-nous, permettez-nous d'acheter votre riz ». Ceci est une attitude qui n'honore pas la République de Guinée. Nous, avec le ministre de l'Agriculture, avec la Chambre de commerce, avec les entrepreneurs, dans quelques semaines, nous ferons en sorte qu'il y ait un début d'activité qui se prolongera dans l'année prochaine et la prochaine année. Un importateur qui importe 100, on lui dira il faut produire 50 la première année et tu importeras que 50 la deuxième année pour, d'ici 3 ou 4 ans, inverser la donne pour que notre pays soit un pays exportateur et non pas un pays importateur. Et pour cela, nous avons besoin de bras valides. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur du pays. La principale difficulté qu'ils ont, ils n'ont pas de main-d'œuvre. Il n'y a personne pour cultiver, pour les aider. Et c'est un problème. Bref, la question de l'immigration clandestine, c'est une tradition ancienne dans ce pays, mais il faut que ça change. Oui. Bon, je n'ai pas encore à séance tenante les informations sur le retour des corps, mais ce que je sais, avant-hier, il y a une mission du gouvernement qui était allée présenter les condoléances pour 24 personnes, 24 familles. Mais nous savons que le nombre de morts est plus important parce qu'il y a aussi l'identification des personnes qui se sont noyées qui prennent un peu de temps. Et les autorités guinéennes et sénégalaises ont intimement coopéré sur ce dossier. Le passage au CNT, nous avons rencontré le président du CNT et nous sommes à l'attente de la proposition du CNT pour nous inviter à faire la déclaration de politique générale du gouvernement. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Ma question est de savoir, à quelques jours des grandes pluies, où en sommes-nous avec l'action de solidarité mise en place par les autorités en faveur des sinistrés de Kaloum? Ablaye Boukabari, RTGguinée.info. Je crois que vous n'êtes pas à la page, parce que sinon vous aurez dû être au courant de la panoplie d'actions et d'activités et de programmes qui sont mis en place par le gouvernement pour venir au secours et pour aller au-delà du secours, pour mettre la population de Koronting et de Kaloum dans une logique qui les prépare aux années à venir. Mais vous pouvez vous rapprocher des services de presse de la primature qui vous donneront de plus amples informations. Dans le ministère, c'est vrai qu'il y a une autre qui avait demandé quel mode d'emploi, quelle approche pour reloger les sinistrés de Koronting pour que ce n'envoie été suffisamment abordé, mais déjà, je pense que ça rentre dans ce cadre. Bien. Ok, nous avons marche. Oui. Je peux aller, on ne peut pas répondre à tout. Nous sommes à... Allez-y. S'il vous plaît, le micro va venir quand même. Oui. Attends, ça va venir. Maintenant, là, on n'a aucune dame. On n'a eu aucune dame, il n'y a pas... Non, si nous devons prendre maintenant, ça serait une dame. C'est bon, je peux poser ma question. Oui, une question. Monsieur Ba, bonjour, merci, je suis Abdoul Malik de Guinée360.com. Ma première question, je commence par votre dernière affirmation tout à l'heure. Vous parlez de l'autosuffisance alimentaire de l'agriculture, mais que fait le gouvernement par rapport aux incendies de plantation que nous assistons dans le pays, notamment en Basse-Côte ici? La seconde question, c'est par rapport, comment je vais dire, la seconde question, c'est par rapport aux déclarations de biens.
Le décret portant déclaration de biens précise que c'est dans 30 jours normalement, y compris le ministre devrait le faire. Est-ce que vous l'avez fait? Sinon, pourquoi vous ne l'avez pas fait à date? L'interconnexion, c'est bien, mais ce n'est pas gratuit. Combien ça coûte à l'État guinéen? Merci. Bien. Par rapport à l'interconnexion, vous serez étonné. Ça nous coûte moins cher que ce que nous produisons nous-mêmes. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'efforts de gouvernance à faire dans notre pays concernant le secteur de l'électricité. Ça, c'est le premier point. La déclaration des biens. Vous savez, j'ai été nommé un mardi, officiellement mardi soir. À partir du moment où j'ai été nommé, pratiquement, ma vie a basculé parce que je n'ai plus une minute pour moi-même pour s'intéresser à classer un certain nombre de mes propres activités. Je sais que par rapport à cela, beaucoup m'en veulent, qui avaient l'habitude de me voir, de m'appeler, d'échanger. Et donc maintenant, puisqu'il a la charge de Premier ministre, chef du gouvernement, son emploi du temps est tel, les urgences sont telles, que je suis obligé de mettre les relations, les amis de côté pour s'attaquer aux choses qui concernent la collectivité nationale. Mais dans le fond, je suis très bien en phase avec ce que vous dites, les déclarations des biens. Je vais m'organiser pour le faire. Mais au-delà de la déclaration de biens, parce que ça, il faut le dire, est-ce que nous sommes bien outillés pour savoir que ce que je vais déclarer correspond effectivement à mon patrimoine? Est-ce qu'il y a une inscription de tous les biens des citoyens? Et c'est la raison pour laquelle je parle du RAVEC, le numéro d'identification nationale, qui permettra que tous vos biens immatriculés, vos comptes bancaires, soient rattachés à votre numéro d'identification. Donc, si je fais une fausse déclaration, comme ailleurs, on me dira, Monsieur le Premier ministre, votre déclaration ne correspond pas à votre patrimoine réel. C'est pour dire que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui dans ce pays va changer fondamentalement la Guinée. Bien, les incendies. Il y a des problèmes, des fois ce sont des problèmes de maintenance, de manque de contrôle sur les produits que nous utilisons pour les installations électriques par-ci, par-là. Lorsqu'on a laissé libre cours à chacun d'entre nous de manipuler, de toucher les transformateurs, les installations électriques dans les maisons, il va de soi que parfois le travail est bâclé et dès qu'il y a un court-circuit, il y a des dangers. Ça, c'est la réponse première. Mais au-delà de ça... Ah oui. Depuis quelques jours, je dois rencontrer le ministre de l'Administration du territoire autour de cette question. Et le moment venu, le gouvernement prendra des mesures. Mais c'est très important de le souligner, la République de Guinée appartient à tous les Guinéens. Et c'est très important. Tout Guinéen ou toute personne au-delà de la nationalité guinéenne a le droit d'être protégé et de protéger ses biens. Et que personne ne peut se substituer à la loi pour se faire justice ou pour considérer qu'il est dans un no man's land qui lui permet d'agir à sa guise. La République, elle est une et indivisible. Bonjour, je suis Cissé Maria Maï du site Information Média Guinée. Ma question est de savoir, est-ce que vous estimez toujours que les militaires doivent rester au pouvoir au-delà du 31 décembre 2024?
avez-vous déjà abordé cette question avec le président de la transition? Merci. Bien. Le processus du retour à l'ordre constitutionnel est engagé, donc continuons à travailler dans ce sens. Faisons en sorte que tous les Guinéens, quelle que soit leur sensibilité politique, soient convergents pour mener ça dans d'excellentes conditions. Et après la transition, des élections vont couronner le processus et les Guinéens vont élire les hommes et les femmes qui vont les gouverner dans le cadre de la Constitution de la République de Guinée. Je vous remercie. Merci bien.